la lecture que l'on fait de l'islam aujourd'hui est vraiment très orientée dans un cadre général de guerre globale contre le terrorisme. Et du coup, ça induit certains présupposés qui vont détourner le regard des vraies métamorphoses de l'islam sur le continent. Un continent qui connaît, en tout cas au sud du Sahara, une forte croissance démographique, donc en fait la part des musulmans africains ne cesse d'augmenter dans le monde. Et il se passe beaucoup de choses en réalité qui vont bien au-delà des questions de djihad ou de terrorisme, d'où d'ailleurs le titre du livre, au-delà du djihad. Donc c'est en fait un livre qui propose des clés de compréhension, des clés de lecture, pour essayer de mieux appréhender la complexité de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les Afriques musulmanes. Donc au-delà de l'actualité, il y a aussi cette volonté, si vous voulez, d'embrasser différentes régions d'Afrique et puis de faire appel aussi à ce que l'on connaît des expériences passées dans l'histoire et finalement d'essayer de dresser à la fois un panorama général, ce qui est très ambitieux en fait, et en même temps de dégager des tendances de ce qui se passe, par exemple en termes d'urbanisation des musulmans, en termes aussi on pourrait parler de cosmopolitisation justement dans les grandes villes africaines, de féminisation parfois de l'islam. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger et qui en fait nous écartent un peu de ce regard monomaniaque, et j'ai envie de dire, sur la question des terroristes. Il y a en fait deux grandes thèses que défend le livre. D'abord, c'est que les changements ne sont pas forcément là où on les attend. C'est-à-dire que quand on parle de l'islam en Afrique, il y a deux mots qui viennent tout de suite à l'esprit, c'est la question de la radicalisation de l'islam et la question de la politisation de l'islam. Or, en fait, l'islam a toujours eu une forte dimension politique, comme toute religion d'ailleurs, et il y a toujours eu des gens qui se sont saisis d'un corpus religieux pour, disons, légitimer leurs insurrections. Ça a toujours existé à travers les siècles, donc il y a tout un chapitre consacré comme ça, une sorte d'histoire courte du djihad en Afrique, qui montre que c'est vraiment pas nouveau comme phénomène. Et en plus de ça, le livre insiste sur le fait que quand on parle de politisation de l'islam, c'est souvent parce qu'en fait, ce qui a vraiment changé, c'est les cadres d'analyse depuis la fin de la guerre froide. Du temps de la guerre froide, on analysait tous les conflits d'Afrique, tous les enjeux politiques à travers une espèce de prisme d'opposition entre l'Est et l'Ouest, entre les communistes et les capitalistes. Et donc on n'a pas voulu voir qu'en fait, l'islam était déjà très présent. Simplement, il était peut-être moins perçu comme une menace et surtout, il n'était pas perçu comme aussi important qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque là, les références au communisme, elles, en revanche, se sont beaucoup dissipées depuis même avant la fin de l'URSS, finalement. Donc il y a aussi cette volonté de revenir un peu sur cette période de la guerre froide, pour montrer par exemple qu'à l'indépendance, vous aviez déjà des partis islamiques. Le fait qu'il y ait des partis qui disent défendre aussi des intérêts religieux ou d'une communauté religieuse, ça n'a vraiment rien de nouveau. Donc voilà, la première thèse que défend le livre, c'est de dire, attention, quoi qu'il en soit de ces discours dominants, ce narratif dominant sur la politisation de l'islam, la radicalisation de l'islam, en fait, il y a aussi toute une histoire derrière qui montre que ces phénomènes prennent une nouvelle forme, mais que les fondamentaux, eux, en revanche, n'ont pas forcément beaucoup changé. La deuxième thèse qui est défendue dans ce livre, c'est qu'effectivement, la question du terrorisme aiguille notre regard et du coup nous fait perdre de vue d'autres types de changements qui tiennent notamment à l'urbanisation des musulmans, ça c'est extrêmement important, leur sédentarisation aussi, parce que dans toute l'Afrique sahélienne, pendant longtemps, l'islam a été porté notamment et pas seulement par des populations nomades, pastorales. Aujourd'hui, on assiste à une sédentarisation aussi de l'islam et même en quelque sorte à presque une démocratisation, vous voyez, des pratiques religieuses. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a souvent, quand on parle de radicalisation de l'islam, il y a souvent une opposition qui est faite entre les salafistes, qui seraient exogènes, d'origine arabe, qui seraient radicaux, qui prendraient le djihad, et puis les soufis, qui eux seraient l'islam traditionnel africain, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus respectueux des droits humains. Or en réalité, on s'aperçoit que quelle que soit l'enveloppe doctrinale, il y a toujours eu des djihads en Afrique, et que les grands djihads, l'âge d'or des djihads en fait en Afrique, c'est celui du 19e siècle. Et c'était des djihads qui à l'époque étaient portés par les confréries soufis. Et donc en fait, ce que le livre défend comme thèse, c'est qu'il faut aller au-delà de ces oppositions entre salafistes et soufis, à la fois parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité il y a beaucoup de convergences, que suivant les séquences historiques, on va se saisir tantôt du soufisme, tantôt de doctrines salafistes pour justifier des rébellions contre des pouvoirs déclarés impies. Et puis du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en réalité, la plupart des musulmans africains, quand on a des sondages, c'est pas toujours évident, mais ils ne se reconnaissent ni comme soufis ni comme salafistes.
Donc en fait, ce grand débat qui agite notamment le monde académique, mais aussi le monde des décideurs politiques sur l'opposition entre un salafisme d'origine arabe et puis un islam traditionnel soufi d'origine africaine, en réalité d'abord il ne concerne qu'une minorité des musulmans en Afrique. Et ensuite, il balaie en fait toutes les nuances qu'il peut y avoir dans chacune de ces grandes oppositions qu'on fait. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des extrémistes soufis et des quiétistes soufis, et vous avez aussi des traditionalistes salafistes, et puis d'autres qui sont effectivement, beaucoup plus vindicatifs, voire même qui basculent dans le djihadisme.